Bonjour à toutes et à tous. Merci à vous toutes et à tous pour votre accueil et pour l'invitation. Merci à Paul et à tout le comité d'organisation. Je vais me présenter en effet. D'abord, je vais présenter en quelques mots ce sur quoi j'aimerais intervenir. J'ai un peu précisé l'angle de mon intervention. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, j'aimerais démêler une des formes d'engagement qui a pu apparaître médiatiquement comme importante dans les dernières années à Marseille. C'est une intervention qui sera très située sur un terrain marseillais, électoral, mais pas que. J'aimerais démêler un petit peu ce qu'on a pu appeler les collectifs citoyens à Marseille, ce que ça représente et la double sémantique qui se cache derrière ce citoyennisme marseillais, à la fois ancré dans une histoire électorale, celle du printemps marseillais, la liste dite d'Union de la gauche qui a emporté les élections de 2020 au municipal à Marseille, et à la fois ancré dans les mobilisations populaires de ces 10 à 20 dernières années dans les quartiers marseillais. Pour me situer d'abord, c'est important de poser le fait que j'ai une double casquette par rapport à ce sujet. À la fois je suis sociologue, mais je suis également militant sur les questions de logement digne, membre du syndicat des quartiers populaires de Marseille, ainsi que du collectif du 5 novembre, dont quelques-uns dans cette salle sont membres et que je salue. Donc c'est à partir de ces deux points de vue-là que j'interviendrai, puisque je mène depuis quelques années un travail de réflexivité sur cette séquence, à partir d'un point de vue qui est situé. J'emprunte à Loïc Vacan l'idée de participation observante et l'idée de faire une auto-ethnographie a posteriori des apprentissages politiques, des apprentissages d'habitudes politiques, d'expériences politiques, de capital militant et de mémoire que j'ai pu accumuler ces dernières années. C'est un travail qui vient faire écho ensuite à ma deuxième casquette, celle de chercheur, et à un travail que je mène depuis 2 ans aujourd'hui avec des militants et des militantes des quartiers populaires et de ruralité populaire partout en France, un projet de recherche collaborative qui s'appelle Démocratiser la politique. Je vais vous indiquer le site web si ça vous intéresse. J'en parlerai à la fin pour permettre d'élargir le propos marseillais à une échelle nationale. Donc ce sur quoi j'aimerais discuter aujourd'hui, c'est cette idée qu'en 2020, des collectifs citoyens et une coalition électorale l'auraient emporté sur la base des mobilisations populaires. C'est le récit du printemps marseillais, c'est le récit de cette union qui, pour être précis, coalise le Parti socialiste, le Parti communiste, des dissidents écologistes, des dissidents insoumis et des associations hors parti, telles que l'association Man Mars qui a été la plus visible. Dans le récit officiel qui est fait, et on va beaucoup discuter aujourd'hui des narratifs qui ont pu être faits à la fois des mobilisations populaires et de la séquence électorale. Donc dans le récit officiel qui est fait, Man Mars, cette association citoyenne, serait constituée suite au choc des effondrements d'immeubles de la rue d'Aubagne, rue dans laquelle j'habite moi-même, et la mort de 8 de nos voisins et voisines. Et surtout suite aux mobilisations populaires qui, dans les mois qui ont suivi, ont réuni à plusieurs reprises plusieurs dizaines de milliers de personnes dans les rues et ont agité l'agenda politique local en se constituant comme première opposition politique à Jean-Claude Gaudin et à sa municipalité. Ça, c'est le récit officiel qui est fait. Premier élément qui écorne ce récit officiel, qui va nous permettre de voir en contraste, de lire en contraste qu'on va pouvoir étudier, c'est qu'en réalité, la station Man Mars, elle se constitue à l'été 2018, et donc quelques mois avant les effondrements de la rue d'Aubagne. Il s'agit donc d'un projet politique qui préexiste à cette séquence de mobilisation populaire et qui va reconstituer un narratif, une communication, une forme de communication politique qui va bifurquer en fait au moment des mobilisations populaires. Finalement, aujourd'hui, si on regarde 5 ans après, on peut faire le bilan d'une municipalité qui aurait fait un retour à la normale. Un élément qui le symbolise et qui a été commenté médiatiquement et par les militants et militantes, c'est bien évidemment le switch entre Michel Rubirola, maire élu au moment de l'élection de 2020, et Benoît Payan, l'actuel maire socialiste. Donc le switch, l'inversion des rôles entre une maire présentée comme une non-professionnelle de la politique, quand bien même elle était adhérente dans un parti politique, et un maire actuel qui, lui, récite derrière lui l'histoire de l'ancienne politique du Parti socialiste qui a été notamment un des proches de Jean-Noël Guérini. Mais au-delà de ça, au-delà de cet écornement sur le récit citoyen et de la non-professionnalisation, un élément très important, c'est de regarder qui sont les élus aujourd'hui de la municipalité de Michel Rubirola. Ici, je vous montre un travail de statistique qu'on a réalisé avec quelques collègues et qui fait écho au projet Démocratiser la politique, qui nous montre un petit peu un panorama des candidatures
donc des 2400 candidats et candidates aux élections municipales de Marseille, on a retenu ici les principales listes. Vous voyez dans les premières lignes le total des candidats et candidates sur chacune des principales listes, donc l'ensemble des candidats et candidates dans les 8 secteurs de Marseille, du première au dernière. Et ce qu'on voit, et c'est reclassé par classe dominante, classe moyenne, classe populaire. Et ce qu'on voit assez nettement, c'est qu'au niveau des listes tout entières, la liste la plus composée de classe dominante est celle d'Yvon Berland, LREM, en jaune quasiment tout à droite, avec 60% de classe dominante. Et juste derrière, un petit peu derrière, la liste de Michel Rubirola a 52% composée de classe dominante. Tandis que le Front National, le Rassemblement National, lui, a une liste composée à 44%, 45% de classe populaire. Donc c'est un contraste qui est intéressant pour montrer que derrière le narratif citoyen qui serait basé sur une séquence de mobilisation populaire, on ne retrouve pas dans la représentation politique d'écho de ces mobilisations populaires au moment du choix des candidats et candidates. Et si on regarde en termes d'éligibilité, donc qui sont les personnes qui sont le plus haut de la liste, vous regardez les lignes qui sont au milieu. Hypothèse deuxième place, c'est l'hypothèse où une liste arriverait seconde, ne gagnerait pas sur un secteur, mais arriverait seconde, ce qui veut dire très peu d'élus, ce qui veut dire 2 ou 3 élus. Donc on a regardé qui sont les candidats qui étaient en position de forte éligibilité, on va dire. Et donc là, les taux de surreprésentation des classes dominantes sont beaucoup plus élevés pour l'ensemble des listes. 100% pour la liste d'Yvon Berland, 85% pour la liste de Michel Rubirola, mais on voit que c'est pareil dans la liste de Martine Vassal, candidate de la droite, 83%, et y compris le Rassemblement National, ici, a un delta très important et passe à 73% de classe dominante. Et si on regarde dans l'hypothèse d'une victoire, donc une victoire complète de la liste, le plus de candidats possibles qui sont élus au conseil municipal, là, on a des taux qui relativement s'aplanissent. On est à 78% toujours pour Yvon Berland, La République En Marche, et on voit la droite et Michel Rubirola qui font des scores à peu près comparables, 66% pour Michel Rubirola, 64% pour Martine Vassal. Donc ce qui est intéressant de montrer comme constat ici, c'est que ce narratif citoyen appuyé sur les mobilisations populaires ne conclut pas finalement à une représentation politique des classes populaires qui peuvent paraître satisfaisantes si on pense en termes de représentation démocratique de la société telle qu'elle est. J'aimerais donc décortiquer comment est-ce que ça s'est produit en essayant de raconter et d'entrelacer un petit peu deux choses. À la fois faire le récit électoral d'une mobilisation populaire et à la fois faire le récit social d'une mobilisation électorale. La question que je vais me poser aujourd'hui, c'est de comprendre pourquoi est-ce que malgré la puissance des mobilisations populaires et de tentatives d'entrer dans le champ politique de la part de nombreux acteurs et actrices associatives à Marseille, pourquoi est-ce que ceci ne vient pas rencontrer de manière heureuse? Le sociologue Samir Ejbal-Kassem parle de rencontres malheureuses entre la gauche et les quartiers populaires. Pourquoi donc les militants des quartiers populaires et la mobilisation ne vont pas venir rencontrer de manière heureuse le récit citoyen de l'union de la gauche? Donc la question que je me pose en fait, c'est comment la promesse citoyenne s'est faite contre la représentation politique des classes populaires. Ce que je vais vouloir étudier, c'est comment est-ce que, en fait, intrinsèquement, à la fois dans les mobilisations sociales et dans le récit électoral, comment est-ce qu'on peut retrouver une série d'obstacles qui vont empêcher ce qui a pu être observé dans d'autres cas, c'est-à-dire une étatisation du mouvement social avec énormément de contradictions. Je fais référence à Fred Reynaud qui étudie justement ces processus où le mouvement social va être happé dans les séquences de prise de pouvoir de la gauche. Et ici, on voit finalement que ça n'a pas lieu, à contrario d'autres situations. Par exemple, l'émergence de la NUPES aux dernières élections de 2022 a provoqué une forme d'étatisation du mouvement social avec plusieurs candidats et candidates qui étaient issus d'associations comme Attaque, par exemple, Aurélie Trouvé, et qui va complexifier les liens entre le champ politique et le mouvement social. Ici, au contraire, il y a, à mon sens, deux variables qui vont empêcher ça. C'est que le récit électoral va se faire au profit des classes moyennes et supérieures et au profit des élus sortants et sortantes ou des membres de partis politiques déjà avant l'élection. Juste pour une dernière chose pour situer le propos et le travail que je mène, c'est à l'heure actuelle un travail qui est encore en cours, un travail que j'appelle d'auto-ethnographie, qui dialogue également avec une enquête par entretien semi-directif avec d'autres acteurs de cette séquence, à la fois du côté des mobilisations populaires et de la séquence électorale. Donc c'est un travail en cours que je vous présente et je serai évidemment très heureux de toute discussion pour affiner ce travail.
Pour arriver maintenant sur le terrain et l'histoire très concrète de ces mobilisations sociales. Donc pour resituer le propos, on est en 2018 avec l'effondrement de la rue de Bagne, le 5 novembre 2018, des mobilisations qui vont réunir, comme je disais, plusieurs dizaines de milliers de personnes à plusieurs reprises dans les rues. En décembre 2018 s'oppose très officiellement dans les arcanes de la municipalité et également dans la presse la question de la démission de Jean-Claude Gaudin. C'est une question qui se pose aussi massivement dans les rues, c'est une question qui est discutée un petit peu partout. On assiste à ce moment-là, peut-être pas à une crise de régime politique, peut-être pas à une crise du système politique local, mais en tout cas à une crise de légitimité du pouvoir en place depuis alors 23 ans. Ces mobilisations, elles vont être, il y a 3 éléments qui sont assez importants, elles vont être massives, elles vont être surtout consensuelles, ou en cas semi-consensuelles, puisque, y compris une partie de la droite catholique locale, support de Jean-Claude Gaudin historique, va se détacher du pouvoir de Jean-Claude Gaudin jusqu'à ce qu'au moment de la campagne électorale, en off, dans certaines réunions de la bourgeoisie catholique locale, certaines personnalités proches de Renaud Muselier appellent à ne pas voter contre ceux et celles qui ont du sang, plutôt ceux, ne féminisent pas, ceux qui ont du sang sur les mains. Deuxième élément, c'est que ces mobilisations elles vont être victorieuses, avec notamment entre décembre 2018 et l'été 2019, une série de victoires sur les questions de logement, le permis de louer qui est expérimenté sur le quartier de Noailles, donc quartier de la rue de Bagne, par la métropole, l'instauration du projet partenariat de l'aménagement et de la rénovation du centre-ville de Marseille, et surtout l'obtention d'une victoire et politique et sociale et symbolique extrêmement forte, c'est la construction de la charte du relogement, qui est aujourd'hui le document qui, encore maintenant, protège les personnes victimes d'évacuation pour péril d'immeuble. Donc pour information ou pour rappel, c'est aujourd'hui encore une crise qui est en cours, qui concerne plus de 8000 personnes qui ont été évacuées de leur logement, manu militari en urgence, jugés dangereux sur ces 5 dernières années. Et les militants, notamment du collectif 5 novembre et d'autres associations, vont travailler à produire un document de politique publique qui s'appelle la charte du relogement et vont l'imposer à travers 6 mois de mobilisation à la mairie à l'époque donc de Jean-Claude Gaudin. Donc mobilisation victorieuse. Et puis troisième élément, c'est que ce moment va être considéré ensuite dans la narration médiatique et politique de cette séquence comme le marqueur historique de changement dans la vie politique locale. On dit qu'il y a un avant, un après la rue d'Aubagne et c'est quelque chose qui va évidemment marquer l'ensemble des segments politiques. Un élément qu'il faut noter ensuite, c'est que ces mobilisations, elles ne peuvent pas être résumées simplement à la séquence 2018-2020. Il faut aussi les penser dans le cadre d'une histoire beaucoup plus longue des mobilisations sociales et de la conflictualité dans le centre-ville de Marseille. Ici, on a travaillé avec plusieurs collègues à cartographier sur les 20 dernières années les principales mobilisations du centre-ville de Marseille au sens le plus restreint du terme, donc à un sens géographique assez petit, c'est-à-dire le centre-ville au sens des alentours du Vieux-Port et le dit nouveau centre-ville autour du projet Euroméditerranée sur le littoral, le début du littoral nord. Donc ici, on comptabilise 17 mobilisations d'une certaine ampleur, à minima. C'est sans compter des mobilisations de plus basse intensité qui vont aller des années 90-2000 aux mobilisations que vous avez au Panier et sur la rue de la République, notamment contre l'éviction des classes populaires de la rue de la République au moment de la rénovation de cette rue, jusqu'aux mobilisations les plus récentes, comme celle du 3e arrondissement ou celle de Noailles. On passe par des mobilisations qui ont un ancrage extrêmement populaire, à Belzins, au Panier, à Noailles, dans le 3e arrondissement. Mais on peut aussi faire référence à des mobilisations dites citoyennes qui vont être estampillées comme telles, qui vont mobiliser plutôt des classes moyennes ou classes supérieures, comme ici autour de la plage des Catalans par exemple, ou autour de l'Anse du Pharaon, sur des thématiques d'occupation des espaces publics, des espaces naturels en ville. Donc il y a 20 ans d'histoire qui vont être un capital militant duquel vont se servir les militants et militantes de la séquence 2018-2020. Et cette séquence-là, elle est marquée donc, évidemment par les mobilisations pour le logement, mais il faut souligner aussi dans les quartiers nord de Marseille des mobilisations de grande ampleur, comme la lutte syndicale au McDonald's de Saint-Barthélemy, qui va devenir ensuite l'après-m, suite à une réquisition par les habitants et les salariés de ce McDonald's, qui aujourd'hui est devenu un restaurant social autogéré. On peut penser aussi à la mobilisation des habitants de Maison Blanche, et on peut penser également plutôt en centre-ville et dans le quartier sud à des mobilisations comme celle contre la privatisation de la Villa Valmer ou la mobilisation pour les écoles et la rénovation des écoles à Marseille. Donc c'est une séquence qui va être ponctuée de mobilisations sociales avec un fort ancrage populaire et qui vont faire la une des journaux de manière très très régulière.
Ces mobilisations, elles vont être labellisées à la fois par les acteurs et actrices de ces mobilisations, mais aussi par les médias et par le champ politique, comme des mobilisations citoyennes. Et elles vont prendre place dans une situation politique où il y a une vacance de l'opposition municipale depuis environ la fin des années 2000 et la crise du dit système Guerini, et notamment les affaires qui vont entourer Jean-Noël Guerini, ex-président du Conseil général des Bouches-du-Rhône, et de Sylvie Andrieux, ex-conseillère régionale, inculpée et condamnée pour détournement de fonds publics au Conseil régional. Tout ça a lieu à la fin des années 2000 et va créer une vacance dans le pouvoir politique local et une gauche relativement faible. Donc ces mobilisations vont prendre place à cet endroit-là comme une opposition politique de fait, mais hors des partis politiques, et c'est ce qui va donner corps au final à cet étiquetage de collectif citoyen et à sa puissance. Le dernier élément qui est important à comprendre sur ces collectifs citoyens, c'est qu'ils vont construire des coalitions de classe assez denses avec une certaine loyauté, une certaine polarisation autour des mobilisations populaires. C'est aussi pour ça que je voulais montrer l'ancrage socio-historique de ces mobilisations dans le centre-ville, souligner qu'on ne parle pas ici que du centre-ville, mais aussi des quartiers nord qui ont un dynamisme de mobilisation assez important. À ce moment-là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une grande partie des classes moyennes, et notamment du centre-ville, qui cohabitent avec des classes populaires en situation de grande précarité, vont faire acte de loyauté et investir un temps militant, investir aussi leurs capitaux professionnels. Je pense aux avocats et avocates ainsi qu'aux journalistes qui vont longuement et densément accompagner ces mobilisations. Donc leurs capitaux professionnels, leurs capitaux militants, leur capital social également vont être investis prioritairement au profit de mobilisations qui sont incarnées par des quartiers et des militants et militantes de classe populaire. Donc la centralité politique à ce moment-là se fait en dehors des partis, premièrement, elle se fait dans ces collectifs citoyens, et deuxièmement, elle se fait autour des classes populaires. Aujourd'hui, pour continuer un petit peu à affirmer le contraste entre cette période et ce qui se passe aujourd'hui, un autre élément qu'on peut souligner, c'est que le champ politique est revenu à la normale. Alors quand je dis ça, j'emprunte l'expression de normalisation, notamment à la séquence qu'a vécue Naples au moment de l'élection du maire Bassolino à la fin des années 90, qui est une histoire un peu comparable à celle de Marseille, où il y a une mairie de gauche qui arrive au pouvoir, dite citoyenne, et qui va théoriser le fait que les premiers mandats d'une telle situation, ce sont des mandats de normalisation. Et c'est un peu la situation dans laquelle on est actuellement. Je vous ai dit, il y a un autre indice évidemment, celui du switch entre Michel Rubirola et Benoît Payan, qui est un autre indice de normalisation, mais on retrouve également à droite, c'est pour ça que je vous montre cette photo, également à droite des indices de normalisation, puisque ici on voit Sabrina Agresti-Roubache, l'actuelle ministre de la politique de la ville, et qui a été élue députée Renaissance dans les quartiers est de Marseille, qui en 2000, si je dis pas de bêtises, 2021 je crois, présente ses vœux en compagnie de Jean-Claude Gaudin et de Clément Beaune, ministre des Transports je crois à ce moment-là. Et elle dit, Jean-Claude Gaudin, merci aussi à Jean-Claude Gaudin de nous avoir fait la très belle surprise d'être parmi nous ce soir, des vœux à part parmi mes premiers vœux. Elle souhaite ses meilleurs vœux avec Jean-Claude Gaudin, ça tranche aussi à droite avec la séquence de 2020, puisque à ce moment-là, en 2020, aux élections municipales, Yvon Berland, le candidat de La République En Marche, va lui se maintenir au second tour sur son secteur pour empêcher la droite de passer et faire profiter la gauche de sa propre captation de voix de droite. Donc il se maintient au second tour exprès pour empêcher que ces voix se déportent sur la droite et faire en sorte de battre les listes de Martine Vassal. Donc, un an ou deux plus tard, on est vraiment sur un retour à la normale et à gauche et à droite qui contraste du coup très fortement avec cette séquence que je viens de vous raconter qui est centrée autour des collectifs citoyens. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer tout ça ? Pour reprendre la sociologie de Michel Debré des crises politiques, qui parle de désectorisation pour qualifier, pas que, mais entre autres, pour qualifier les crises politiques, Michel Debré nous dit une désectorisation, un élément important, c'est que les différents secteurs qui vont faire à la fois le pouvoir politique dans et hors l'État deviennent plus fluides et commencent à dialoguer entre eux. Donc il parle notamment des situations où des acteurs et des actrices dominants dans ces différents secteurs ou pas vont venir dialoguer entre eux et elles. Et c'est un petit peu ce genre de situation que je vous raconte après l'effondrement de la rue de Bagne qui, comme point de rupture, va justement venir
permettre à des avocats, des avocates, à des journalistes, à des membres du catholicisme bourgeois marseillais de venir entrer en dialogue avec des militants et des militantes associatives dans les quartiers populaires de Marseille. On a une situation qui pourrait y ressembler, une situation de fluidité qui n'est pas connue avant, et pourtant on voit ce retour à la normale. Donc les deux hypothèses qu'on peut faire pour essayer de comprendre ça, c'est de se dire à la fois que le niveau de crise politique de l'époque n'est pas arrivé à tel point et n'est pas arrivé à un tel niveau de maturation pour qu'il y ait eu véritablement une crise de régime politique et une crise du champ politique local, et que ça a pu produire, deuxième hypothèse, un retour à la normale, c'est-à-dire un retour des pratiques politiques ordinaires, des pratiques politiques internes au champ politique auquel on a l'habitude, un retour de l'habitus politique, pour reprendre le terme également de Michel Debré. Comment tout ça va se constituer? Eh bien pour moi, il faut comprendre tout ça à travers les limites du narratif citoyen du côté des mobilisations populaires et de celles du côté des mobilisations électorales. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le citoyennisme social marseillais du côté des mobilisations populaires, c'est une obligation de fait. Une obligation de fait due au fait que, de manière globale, dans les démocraties occidentales et en France en particulier et à Marseille en particulier, les partis politiques et les segments politiques ne sont plus des référentiels pertinents. Il y a une tendance à la distanciation volontaire vis-à-vis du champ politique, une tendance à dire on veut que le politique reste de côté, reste à l'entrée des mobilisations, on veut s'en déconnecter de plus en plus et on cherche du coup d'autres formes, d'autres façons de faire de la politique. C'est ce que le collectif 5 novembre ou d'autres ont incarné de manière extrêmement forte. Je me souviens par exemple de l'article qui racontait la création du collectif dans la Provence un an après la création du collectif, qui expliquait très clairement qu'il y avait présence de militants politiques à l'intérieur des premières réunions du collectif 5 novembre, mais qu'il avait été demandé à ces élus, à ces militants politiques, de laisser l'écharpe à l'entrée du collectif, mais que le collectif assumait de fait de faire de la politique. Donc une relation extrêmement ambiguë et une obligation de fait à se situer comme citoyen, comme une façon de recréer une conflictualité face au champ politique et aussi de s'attribuer le droit de faire de la politique, mais au sens entre guillemets noble du terme. Ce citoyennisme, il se fait donc par défaut, c'est un qualificatif qui est récupéré pour se distancier du champ politique. Pourtant, on peut considérer qu'il a une forme d'histoire aussi négative, qui est une forme d'histoire qui est liée notamment à la crise du clientélisme, puisqu'on retrouve, y compris à droite, cette forme de citoyennisme avec des comités d'intérêt de quartier qui vont se réclamer exactement des mêmes narratifs citoyens et qui, eux, vont être beaucoup plus liés au champ politique. Ces comités d'intérêt de quartier vont construire des mobilisations sur les questions d'hygiène, de sécurité, des questions dites de droite, et vont utiliser cette même labellisation citoyenniste pour pouvoir être disculpés de tout lien trop fort avec les élus. Donc c'est assez paradoxal de voir qu'à droite on a des effets, une situation un peu similaire à celle qui se passe au niveau des collectifs de quartiers populaires, et c'est assez intéressant pour dire aussi à quel point à ce moment-là le système politique et sa légitimité, la légitimité du gaudinisme est en crise et perd son soutien qui s'effrite très rapidement ensuite après les effondrements de la rue de Bagne. Pour ensuite parler de ce qui se passe de l'autre côté, du côté des mobilisations électorales, je vous le disais tout à l'heure, le récit citoyen qui va être fait de la création de la liste du printemps marseillais, d'une part c'est un récit qui, contrairement à ce qui est dit, n'émerge, enfin c'est un récit qui émerge justement après les effondrements de la rue de Bagne, mais sur la base en réalité d'une coalition électorale qui se prépare avant les effondrements de la rue de Bagne, qui est déjà pensée avant, qui va venir tout simplement mieux s'incarner du fait de ces mobilisations. Et surtout, ce qu'il faut signaler, c'est que c'est un récit, le récit anticlientéliste, le récit citoyen, le récit de ce genre de conflictualité, c'est un récit qui existe dès les élections municipales de 2014. Dans les deux listes principales qui cohabitent à gauche, la liste de Patrick Mennucci, Parti Socialiste, et la liste de Pape Diouf, ancien président de l'OM qui se présente comme candidat citoyen, on retrouve des éléments de ce récit-là. Patrick Mennucci qui va venir notamment faire une grande partie de sa campagne contre le système force ouvrière,
déclenchant par là toute une série de narratifs assez similaires à ceux des collectifs citoyens sur le clientélisme, sur la corruption, sur l'entre-soi qui règne entre plusieurs acteurs de la ville autour du gaudinisme. Et du côté des listes de Pape Diouf, une volonté très claire de s'afficher comme un collectif citoyen, le terme est déjà utilisé à l'époque, de présenter quelqu'un qui ne vient pas des partis politiques. Et très important, on retrouve au sein de cette liste des acteurs très importants comme Michel Rubirola, Sophie Camard, l'actuelle maire du premier secteur, ou Sébastien Barle, actuel adjoint à la transition écologique à la mairie de Marseille. Donc on retrouve toute une série d'acteurs qui vont être des acteurs centraux de l'histoire du printemps marseillais et qui déjà bien avant pensent autour de ce récit citoyen. Qu'est-ce qui va bugger du coup entre les deux? Eh bien tout simplement qu'il va y avoir une double mise à distance, une résistance mutuelle des acteurs de part et d'autre à se coaliser. Après les mobilisations populaires pour le logement, pour les écoles, le McDo de Saint-Barthélemy, etc., tout ce que j'ai cité juste avant, une série d'acteurs des quartiers populaires vont se proposer à entrer dans le champ politique en disant eh bien, nous, en tant que collectif citoyen, on a déjà été l'opposition au gaudinisme ces dernières années, on se propose à devenir des acteurs électoraux et à entrer sur les listes du printemps marseillais ou d'une autre version qui serait adaptée à l'entrée de ces militants et militantes des quartiers populaires. Pourtant, il va y avoir une mise à distance de la part du printemps marseillais et de Man Mars qui est identifiable avec plusieurs éléments. Je vous renvoie par exemple à des éléments de géographie sociale qui sont assez intéressants. Il y a une note d'étude de la Fondation Jean-Jaurès qui a été faite là-dessus, sur les réseaux d'acteurs qui vont constituer dans le centre-ville de Marseille, dans certains quartiers du centre-ville de Marseille, les espaces de mobilisation électorale du printemps marseillais, où on se situe sur des quartiers à proximité des quartiers populaires, des quartiers comme le quartier des Réformés par exemple, à proximité des quartiers populaires de Benzin et de Noailles, mais dans des entre-soi géographiques et sociaux extrêmement forts. C'est toute une série de discussions qui se passent dans les cafés du centre-ville de Marseille, dans les cafés des classes moyennes et dominantes du centre-ville de Marseille. Et voilà, je vous renvoie vraiment à cette note de la Fondation Jaurès qui est extrêmement intéressante. Et je vous renvoie aussi au travail en cours d'Audrey Feyermuth, chercheuse au Mésopolis, qui explique, à partir d'une enquête faite en position également de participation observante, où elle a été candidate elle-même sur la liste du printemps marseillais, où elle explique que elle et d'autres personnes issues de classes moyennes et dominantes qui vont participer à cette aventure électorale se trompent tout simplement d'espace militants à leur entrée dans ces listes-là et disent nous on cherchait les militants qu'on avait suivis dans les mobilisations sociales pour le logement, on cherchait le collectif 5 novembre et finalement on se retrouve emporté dans d'autres choses où on ne reconnaît pas les gens. Donc c'est ce que Audrey Feyermuth explique, c'est que de nombreux acteurs vont être emportés dans une confusion organisée, notamment organisée par cette utilisation du label citoyen de part et d'autre qui crée une sorte de brouillage des labels et de l'espace politique dans lequel on est. Un autre exemple de mise à distance de la part du printemps marseillais, c'est par exemple au moment de juin 2019, lorsque les collectifs de quartiers populaires, les syndicats et les associations de base vont se constituer en un événement qui s'appelle les États généraux de Marseille, qui va réunir environ 1500 personnes qui vont travailler à une plateforme sur le droit à la ville à Marseille, qui va être un événement assez important justement pour incarner cette coalition sociale entre classe moyenne et supérieure d'un côté et collectif de quartiers populaires de l'autre. Donc un événement assez massif qui réunit au-delà des attentes des organisateurs et organisatrices. À ce moment-là, Benoît Payan va commenter cet événement, les États généraux de Marseille, en disant qu'à l'événement sportif organisé par la marque Red Bull sur le Vieux-Port en même temps, il y avait plus de monde. Donc un certain dédain pour des activités militantes organisées par les collectifs de quartiers populaires qui va être exprimé à de nombreuses reprises. Voilà donc pardon, ça a bugué. Voilà donc des exemples de mise à distance mutuelle et pour conclure, puisqu'il me reste 2 minutes, pour conclure là-dessus, dans quelle situation aujourd'hui on se retrouve pour compléter un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Alors, désolé. Ah, je galère. Pardon. Ce qui est intéressant, du coup, c'est de voir au final sur la composition du conseil municipal, qu'est-ce que la mairie d'aujourd'hui est devenue.
Un des premiers éléments, donc si on regarde ce graphique, donc qui répartit les adjoints au conseil municipal, l'exécutif municipal de la gauche actuelle, on n'a que 16% des élus qui viennent hors parti politique et on a une surreprésentation très forte des élus qui viennent du PS ou qui sont des ex-membres du Parti socialiste. Donc on a 33%, un tiers de l'exécutif municipal qui vient du Parti socialiste. Si on regarde également, si on revient sur les candidatures aux élections municipales et qu'on reprend un petit peu les données que je donnais tout à l'heure et qu'on les met en comparaison avec la population locale, donc en bleu vous avez la population locale marseillaise, en orange vous avez l'ensemble des candidats et en vert vous avez les candidats élus. Et donc on note très bien que dans une ville dans laquelle les classes subalternes représentent 45% de la population, Ah pardon, vous n'avez pas le... Voilà, désolé. On note très bien que dans une ville où les classes subalternes représentent 45% de la population, elles ne représentent à la fin que 26% des classes élues, tandis que les classes dominantes qui représentent 10% de la population représentent 22% des élus. Donc c'est quelques chiffres pour montrer que dans l'exécutif municipal au final, tel que la mairie est aujourd'hui, on a ce gap-là réellement entre les classes sociales représentées à Marseille et les classes sociales représentées dans l'exécutif municipal. C'est encore plus intéressant si vous regardez le positionnement des adjoints et adjointes, des quelques adjoints et adjointes qui sont des militants et militantes de quartiers populaires qui ont réussi à être élus. Tous et toutes ont été relégués au rang des dernières positions dans le protocole du conseil municipal, aux dernières positions en tant qu'adjoint, voire au rang de conseiller municipal délégué. Certains même ont été en cours de route évincés, rétrogradés dans cette hiérarchie protocolaire, voire même ont perdu leur poste d'adjoint pour se retrouver simplement conseillers municipaux délégués. Donc c'est bien que non seulement il y a eu une mise à distance mutuelle pendant la campagne électorale, mais qu'y compris après la campagne électorale et au moment de l'exercice du pouvoir, il y a une continuité de la mise en place d'obstacles, et souvent à travers des polémiques politiques assez fortes internes au printemps marseillais et au conseil municipal. Et ces mises en place d'obstacles vont venir approfondir l'éviction des classes populaires de la représentation politique. Pour conclure, simplement un mot, est-ce que ce constat il est seulement marseillais ? Non, et il ne faudrait surtout pas marseilliser cette question. Je dirais qu'à Marseille, le contraste est d'autant plus fort qu'on sort d'une séquence extrêmement importante de mobilisation populaire et qu'à l'époque, il y a des acteurs et actrices des quartiers populaires qui proposent d'entrer dans le champ politique, ce qui est un fait assez significatif. Mais si on regarde... Alors merde, pardon, tout à l'heure je vous ai montré le tableau France et pas le tableau Marseille. Donc ceci était le tableau France sur les candidatures municipales sur l'ensemble de la France, je suis désolé. Voilà, bon désolé. C'est pour vous dire que du coup, si on regarde les chiffres au niveau de l'ensemble de la France, je vous les ai déjà lus, on retrouve des constats assez similaires avec une surreprésentation des classes dominantes et une surreprésentation des classes subalternes. Voilà, désolé pour la confusion sur les deux tableaux. Et si je vous montre du coup cette dernière donnée, ici on a essayé de représenter graphiquement où se trouve le plafond de verre des classes populaires au moment de la constitution d'une liste aux élections municipales. Donc là on a pris l'ensemble des candidats et candidates aux élections municipales de toutes les listes de partout en France et on les a reclassés par décile. Donc vous avez tout à gauche ici les 10% les premiers d'une liste sur une élection municipale et tout à la fin les 10 derniers. Et vous avez en violet les classes populaires, en bleu les classes moyennes et en vert les classes dominantes. Donc vous voyez bien que dans les premiers 10% d'une liste, vous avez une surreprésentation exagérée, surexagérée des classes dominantes, tandis que le rapport diminue, le delta entre les deux diminue au fur et à mesure. Et finalement, cette idée de plafond de verre, donc cette idée que racontent les militants des quartiers populaires lorsqu'ils participent à une liste électorale et qu'ils disent « en fait, on nous met en plafond de verre, on ne nous laisse jamais arriver au plus haut niveau du pouvoir », ce plafond de verre, on a essayé de le visualiser comme ça et de montrer qu'au final, les classes subalternes sont représentées au moins à égalité des classes dominantes, aux classes dominantes, ce qui n'intègre même pas le delta avec la population générale, mais elles le sont à égalité qu'à peu près au milieu de la liste, et plus on va vers le haut de la liste, plus le delta est immense.
Donc voilà, ce que je peux dire à la fin, c'est que si on pense au-delà de Marseille, Marseille a été un exemple en fait d'exagération avec un narratif totalement contradictoire avec l'histoire populaire de Marseille, mais que finalement c'est tout un travail qu'on fait justement au sein du projet Démocratiser la politique, tout un travail de déconstruction des différents obstacles systémiques qui sont mis à la participation politique des classes populaires aujourd'hui aux élections en France. C'est un travail qui me semble très important pour nourrir nos discussions sur l'engagement, parce que ça explique en grande partie, à mon sens, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui 80% des Français considèrent que les politiques sont déconnectés de leur réalité. Je vous remercie.